Le 14 mars 2024, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi pour lutter contre la fast fashion. L'objectif, pénaliser la mode éphémère au profit de la mode durable et, à terme, étrangler l'ultra fast fashion mise en place par des enseignes comme le géant chinois Shein. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement revient sur les origines de cette offensive législative et Philippe Collet vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Philippe. Bonjour Félix. Alors d'où elle sort cette proposition de loi? Pourquoi maintenant et qui la présente? Alors, on parle depuis longtemps de l'impact environnemental de la fast fashion, c'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que les choses se sont accélérées ces derniers mois, notamment avec la publication en février d'un rapport sur la pollution par les microplastiques d'origine textile rédigé par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Ce rapport confirme que les microplastiques d'origine textile polluent, ouvrez les guillemets, tous les milieux sur toute la planète, y compris dans les milieux les plus reculés. Alors, le rapport y désigne un coupable, la fast fashion. 2 chiffres pour illustrer ça, 2/3 des fibres sont synthétiques et 66 millions de tonnes ont été produites en 2019. Alors pourquoi la fast fashion? D'abord parce qu'elle utilise beaucoup de fibres synthétiques, ensuite elle joue sur la baisse des prix et sur l'accélération effrénée de la rotation des collections, ce qui est un facteur de surconsommation. Alors que propose le rapport? Il propose, ouvrez les guillemets, une réponse globale appuyée sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Concrètement, il propose essentiellement de communiquer sur l'impact environnemental des textiles et de renforcer certains dispositifs de gestion des déchets. Curieusement, il ne propose pas de pénaliser financièrement les produits de la fast fashion. Alors pourquoi curieusement? Parce que justement, c'est l'objectif poursuivi par 2 propositions de loi qui sont déposées à l'Assemblée au même moment. On a celle de la députée Horizon Anne-Cécile Violent, qui est déposée fin janvier, et celle du député LR Antoine Vermorel-Marquès, déposée en février 2024. Donc sur ces 2 propositions de loi, même s'il n'y en a qu'une finalement qui a été adoptée sur les 2, c'est quoi les points communs et les différences? Pourquoi l'une a prévalu sur l'autre? Les 2 lois sont très proches. Toutes les 2, elles proposent de s'appuyer sur la responsabilité élargie du producteur et en particulier sur les malus qu'on peut appliquer aux produits qui sont dommageables pour l'environnement. Alors, ils veulent appliquer ces malus à la fast fashion. On peut retenir 3 points. D'abord, les 2 propositions ciblent explicitement et exclusivement les enseignes mettant en marché une gamme très large de produits. Alors, pour la loi Horizon, on parle de plus de 1000 nouveaux articles par jour. Et pour la loi LR, on parle d'un seuil qui sera fixé par décret. Alors, pour fixer les idées, une enseigne comme Shein met 7200 nouveautés en ligne chaque jour, selon l'exposé des motifs de la loi Horizon. Ouais, c'est énorme. Et on a 500 000 produits en vente en permanence. Le deuxième point, c'est qu'il propose de relever le plafond de ce malus. Aujourd'hui, dans la loi, le plafond, il est de 20% du prix. Donc, sur un article à 5 €, appliquer un malus d'1 €, c'est pas assez fort. Les députés proposent de carrément le déplafonner, pour la proposition LR, ou de relever à 50% pour la loi Horizon, la proposition de loi Horizon. Enfin, 3e point, il propose une trajectoire pour ce malus. Atteindre 5 € pour la loi LR ou 10 € pour la loi Horizon. Accessoirement, ils veulent aussi interdire la publicité et renforcer l'information environnementale. Le gouvernement s'est positionné sur l'une de ces 2 propositions de loi, la proposition de loi qui a été proposée par Horizon, qui fait partie du groupe parlementaire de Renaissance. C'est quoi finalement la position du gouvernement sur ce sujet et sur les propositions parlementaires? Effectivement, le gouvernement ne pouvait pas rester sans réaction. Donc le 4 mars, à 10 jours du passage en première lecture de la proposition Horizon, il a réuni tous les acteurs de la mode dans une grande réunion publique. Il a annoncé plusieurs choses. Bon, d'abord, il a annoncé renforcer la communication et l'information sur le sujet, avec notamment une campagne ADEME ou l'interdiction de la pub, etc. Mais surtout, il a annoncé le soutien du gouvernement à la loi Horizon. Alors, ça a surtout été l'occasion finalement pour le gouvernement d'accompagner cette proposition de loi et de la rendre un peu plus compatible avec les interrogations ou les enjeux du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Il y a 2 points. Il y a un point en particulier qui posait problème, c'est la référence à la largeur de gamme via le nombre de références. Ça pose une question concrète. Qu'est-ce que c'est qu'une référence?
Admettons que je vende un t-shirt uni avec plusieurs tailles. Est-ce que ce t-shirt uni en plusieurs coloris et plusieurs tailles, c'est une seule référence ? Ou est-ce que c'est 5 références parce que j'ai 5 couleurs ? Ou est-ce que c'est 25 références parce que j'ai 5 couleurs et 5 tailles ? Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, il est politique. Fixer un seuil, c'est cibler explicitement certains acteurs et c'est décider de qui est du bon côté et du mauvais côté. Dans le discours du gouvernement, on parle d'ultra fast fashion, on cible explicitement Shein. Mais en fait, on passe sous silence l'inventeur de la fast fashion, qui est certes à un niveau moindre, je pense au groupe espagnol qui possède les enseignes Zara et H&M. Donc pour ces deux raisons, le résultat final après première lecture à l'Assemblée retient le système du bonus-malus et le déplafonne, mais par contre il l'appuie sur autre chose, il l'appuie sur l'affichage environnemental, avec toutefois, pour l'instant, en l'état des travaux parlementaires, un gros bémol, c'est que cet affichage environnemental qui est prévu par la réglementation française reste volontaire. Et donc cet affichage environnemental, tu viens de le dire, il est prévu dans la réglementation française. Est-ce que c'est pas quelque chose qui ressort du placard ? Si on en fait la genèse, il faut remonter à 2015 et à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, où on propose pour la première fois de créer un cadre qui permet d'étayer les allégations environnementales. Alors, il y a eu plusieurs évolutions depuis, mais le cadre s'est stabilisé avec la loi AGEC de février 2020 et la loi Climat et Résilience d'août 2021. Aujourd'hui, on en est à un affichage environnemental qui se base sur une méthode qui est normée et qui est validée par un décret, toujours sur base volontaire. Ça, c'est le point qui pourra poser problème peut-être pour la loi qui nous intéresse. Et comment il fonctionne ? Aujourd'hui, le gouvernement le relance en mars, donc la proposition qui a été faite, c'est une méthode basée sur une note qui s'appuie d'une part sur une ACV. Analyse en cycle de vie. Exactement, avec la méthode européenne. Et là, on a une note comprise entre 0 et l'infini pour les articles les moins vertueux. En équivalent carbone ou quelque chose comme ça ? C'est une note, en fait, on fait une ACV et on transforme ça en points. Ensuite, la France ajoute à cette méthode européenne, et c'est là que la fast fashion intervient, un indice de durabilité non physique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un coefficient par lequel on va diviser la note obtenue avec la CV. C'est un coefficient compris entre 0,5 pour les marques les moins vertueuses et 1,5 pour les marques les plus vertueuses. Sur quoi se base cet indice de durabilité non physique ? D'abord sur la largeur de gamme, donc le nombre de références. Ensuite sur la durée de commercialisation, sur le type de matière, sur l'incitation à la réparation et sur l'affichage de la traçabilité des étapes de fabrication. Alors, je vais prendre 2 exemples pour qu'on illustrer ce que ça donne. Si je prends un t-shirt de 150 grammes, s'il est en coton bio, fabriqué en France par une marque de mode, entre guillemets, éthique, il obtient 383 points avec un indice de durabilité que de 1,43. En revanche, le même t-shirt, du même poids, mais fabriqué par l'ultra fast fashion, en polyester, il obtient 1252 points avec un indice de durabilité de 0,51. Oui, donc clairement, ça pourrait amener à changer la donne, mais on en est où maintenant de cette proposition de loi, maintenant qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale ? Elle doit d'abord passer au Sénat, et puis ensuite potentiellement en CMP. Pour l'instant, le Sénat a nommé un rapporteur, et pour ce qui est du second sujet, qui est l'affichage environnemental, donc comme je l'ai dit, ça a été relancé en mars par le gouvernement avec la présentation de la méthode. Cette méthode, aujourd'hui, fait l'objet d'une concertation. On aura une consultation publique normalement le mois prochain, en mai, et l'objectif, c'est de publier le décret à l'automne. Et tout ça en avance sur l'Union européenne, encore une fois. Oui, bien sûr. Cette idée, elle est très française. Pour donner une idée, l'Europe, pour l'instant, vient tout juste d'adopter un texte qui propose de créer une filière REP pour le textile, ce que la France a déjà depuis une dizaine d'années. Et pour savoir où tout cela va nous mener avec cette proposition de loi et la lutte contre la fast fashion au sens large, on vous invite évidemment sur le site d'actuenvironnement.com. Merci Philippe pour ce point d'étape. Merci Félix. Et moi je vous remercie évidemment de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais avant tout, d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag lescléspodcast.